Il y a évidemment la situation sur le terrain, on y reviendra dans un instant. Il y a ce président français Emmanuel Macron qui va prendre la parole à 20 heures pour s'adresser à nos compatriotes, expliquer peut-être si la France s'engage, comment elle s'engage, dans quelle proportion pour protéger les intérêts français ou un peu plus. Il y a aussi la menace terroriste que le président français ne manquera pas d'évoquer, puisque l'Iran s'en est pris très directement à l'Europe et à tous ceux qui aideraient cette offensive américano-israélienne. Célia Barotte est avec nous. Bonsoir Célia. Est-ce que l'on sait de quoi retourne cette menace qui pèse sur l'Europe ? Eh bien, Laurence, les autorités se concentrent sur deux sujets, la sécurité des intérêts juifs en France et la sécurité des opposants au régime iranien. Pour le premier point, un rappel à la vigilance des forces de l'ordre a été précisé par le ministre de l'Intérieur concernant les lieux culturels, cultuels et les établissements scolaires de la communauté juive, concernant les opposants politiques iraniens, notamment ceux de la branche monarchiste. De nouvelles protections policières ont été arbitrées et une attention particulière sera portée pour les lieux, les associations et les organismes, notamment kurdes, en lien avec l'opposition au régime iranien. Un renforcement également des patrouilles a été annoncé dans les zones de forte concentration communautaire. Alors pourquoi toutes ces mesures ? Eh bien, deux craintes animent les autorités, des attaques sur des infrastructures civiles ou encore des attaques terroristes. Alors pour la première mention, les attaques sur des infrastructures civiles, l'objectif ça serait de créer le chaos. Et même si notre pays n'est pas une cible directe, des répercussions sur les ressortissants français sont redoutées. Et pour la seconde crainte, plus directe, celle d'une action terroriste qui pourrait s'appuyer sur des exécutants prêts à agir pour le compte iranien. Des craintes qui rappellent par exemple la tentative d'attentat déjoué à Villepinte le 30 juin 2018 lors d'un rassemblement du Conseil national de la résistance iranienne, ou encore le 6 août 1991, l'assassinat de l'opposant iranien Chapour Bakhtiar à son domicile à Suresnes. Et puis si l'on remonte un peu plus en arrière, on peut citer plusieurs actions, notamment dans les années 80, comme la série d'explosions à Paris, surtout entre fin 1985 et 1986, ou encore l'attentat de la rue de Rennes en 1986. L'attentat fut attribué à une cellule liée au Hezbollah en France. Et on n'oublie pas nos 58 parachutistes français morts en 1983 à Beyrouth dans l'attentat du Drakkar en raison d'une attaque du Hezbollah. Claude Moniquet est avec nous. Bonsoir Claude. Cette menace terroriste, est-ce que l'on sait si le Hezbollah a des têtes de pont en Europe, si c'est une organisation qui a encore une capacité à frapper ou pas sur le sol européen ? Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, le Hezbollah a des implantations en Europe, a des réseaux de sympathisants. Les services de renseignement officiels iraniens, le MOIS, le ministère du renseignement, a dans toutes les ambassades de très nombreux agents qui sont effectivement également des manipulateurs éventuels de réseaux terroristes. Et de plus, on sait que depuis au moins octobre, le pogrom du 7 octobre 2023, les Iraniens ont utilisé ou tenté d'utiliser des réseaux criminels crapuleux, de trafiquants de stupéfiants, proxénètes, etc., dans le nord de l'Europe, entre autres, pour frapper et en Espagne, pour frapper des opposants ou pour frapper des ambassades israéliennes ou des communautés juives. Donc le spectre de capacité de l'Iran est important. Maintenant, reste à savoir si effectivement le Hezbollah a encore la capacité de donner des ordres, de commander, d'organiser des attentats, ou si les réseaux prépositionnés existent et sont en capacité d'agir de manière indépendante s'ils ne reçoivent pas d'ordre. Ça, c'est malheureusement l'expérience qui le dira. Merci beaucoup Claude Moniquet pour ces précisions. Alain Bauer, on sait qu'il y a eu ces attentats, la longue liste des attentats terroristes dus, en tout cas au régime iranien sous toutes ses formes. C'est une crainte évidemment pour nos dirigeants et les dirigeants de toute l'Europe que si la situation sur le terrain en Iran ne s'améliore pas, ils en profitent pour déstabiliser l'Occident à travers des attentats terroristes. Alors d'abord, ils s'en sont jamais cachés. Les menaces sont assez récurrentes et régulières. Elles sont même transparentes. Elles sont doublées de négociations très complexes liées par exemple à la mise en cause d'une ressortissante iranienne qui pourrait servir d'échange avec des ressortissants français qu'on a sortis avec les plus grandes difficultés de la prison d'Evin mais qui sont toujours sur le territoire iranien. Il y a toute une série de difficultés
possible. Mais c'est vrai que les services de renseignement, et je complète tout à fait ce qu'a dit Claude Meniquet très justement, ont indiqué que depuis plusieurs mois désormais, les services de renseignement iraniens, de manière directe ou indirecte, tentaient de recruter de très jeunes individus, un peu comme les tueurs à gages de 13, 15, 16 ans identifiés par Europol et le renseignement intérieur français pour commettre des attentats, des éliminations ciblées, tenter de tuer des gens ou de se lancer dans des opérations plus disruptives du genre vrai faux message, vrai fausses étoiles de David taguées partout, cercueils déposés ici ou là. Et donc ce sont des pratiques qui sont désormais non seulement communes mais référencées. Et il y a une note du renseignement qui date, je crois, de décembre, qui indiquait ce risque particulièrement développé dans l'ensemble du spectre global de la menace terroriste sur laquelle la France est assez bien pourvue, malheureusement. Oui, Louis Dragnel, sur ces menaces terroristes, le renseignement, évidemment, est au taquet, si je peux me permettre cette expression, et a quand même une bonne connaissance des cellules qui pourraient être actives ou pas sur le sol. S'agissant de toute l'activité d'influence et plus des services iraniens, ça fait 20 ans que les services de renseignement intérieurs, notamment français, suivent ça. Et puis il y a un travail de renseignement extérieur aussi. Ils travaillent main dans la main. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ne pas trop me tromper, tout ce qui sort et qui entre dans l'ambassade d'Iran en France est suivi de très près. Et même, je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir qui se trouve actuellement au sein de cette ambassade, parce que elle servait aussi de sorte de base pour mener un certain nombre d'actions d'influence, avec parfois... alors, Alain Bauer a très bien décrit l'ampleur du spectre, c'est-à-dire que parfois, il recrutait des gens qui savaient même pas pour qui ils travaillaient, et contre 500 € allaient taguer ou déposer une tête de cochon ou mettre des croix gammées à côté à proximité de lieux de confession juive, mais il y a aussi une activité très intrusive, pour le coup menée par les agents du renseignement iranien directement sur le territoire national, un peu de la même manière que le faisaient avant l'expulsion des diplomates russes, les Russes sur le territoire français, essentiellement à Paris et dans le sud-ouest de la France. Éric Nolot, il y a quelques personnalités qui sont des sympathisants du régime islamique. On a eu des manifestants, je crois, place de la Bastille aux Républiques, il y avait des portraits de Khamenei qui se lamentaient. Ils sont largement manipulés, évidemment, par l'Iran. De toute façon, il y a une référence très précise, c'est le conflit russo-ukrainien, où on voit bien qu'il y a une guerre sur Internet, il y a une guerre via en effet, des gens qui ne savent même pas pour qui ils travaillent et qui vont taguer les croix gammées. On a vu ça assez récemment. Donc le théâtre des opérations dépasse de loin le lieu du conflit proprement dit. Et bien sûr, la France fait partie du conflit, qu'elle le veuille ou non. Éric Revel, ça rajoute au climat d'inquiétude que ressentent les Français. On a évoqué la crise économique avec la crise du pétrole, éventuellement la hausse des prix du gaz. Il y a cette menace sur la sécurité intérieure. Cette menace diffuse, nos compatriotes le ressentent. C'est aussi pour ça que le président Macron va s'adresser à la nation. Oui, alors le ministre de l'Intérieur était monté au créneau la semaine dernière, vous vous en souvenez, pour réclamer la vigilance et renforcer les systèmes de protection en France. Mais vous avez raison, au-delà des bombardements, au-delà de la crise économique qui peut arriver. Je rappelle que le prix du gaz liquéfié augmente énormément puisqu'il y a eu une atteinte sur des infrastructures au Qatar. Alors peut-être que ça permettra à Donald Trump de vendre davantage de gaz liquéfié d'extraction de schiste, puisque la facturation est interdite en France. Mais oui, vous avez tous ces aspects qui s'additionnent. Vous voyez, le gouvernement voulait que les Français épargnent moins et consomment davantage. Je pense qu'avec la bulle d'anxiété dans laquelle on est, on va continuer de battre des records européens en matière d'épargne en France. 18h36, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, édition spéciale consacrée au Moyen-Orient. On a entendu il y a quelques instants de fortes explosions à nouveau à Doha, à Dubaï et à Abu Dhabi. Alain Bauer, ça veut dire que l'Iran continue de répliquer. La capacité de nuisance de l'Iran n'est pas encore complètement amoindrie. La raison pour laquelle Israël voulait continuer la guerre des 12 jours était qu'il y avait largement de quoi justifier la poursuite de cette opération, au-delà ou pas de l'élimination de l'ayatollah Khamenei, qui a fait l'objet d'un débat très compliqué entre Israéliens et Américains. Là, ce qu'on sait, de manière à peu près précise, c'est moins le nombre de lanceurs et le nombre de missiles que les livraisons qui permettent aujourd'hui de les faire fonctionner. Quand on sait que les Chinois ont livré 2000 tonnes
de perchlorate de sodium pour les faire fonctionner, ça donne une idée des besoins iraniens. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, ce n'est pas tellement le nombre de missiles qui compte, c'est le nombre de lanceurs. Il y a beaucoup moins de lanceurs que de missiles, ce qui est une bonne nouvelle. Et dès qu'un lanceur envoie un missile, la coalition américano-israélienne le détruit. Mais il en reste encore environ une centaine, entre 100 et 150, ce qui permet de lancer autant de missiles jusqu'à... Ce qui est très curieux, c'est où vont les missiles. 300 missiles aux Émirats, c'est énorme. 99,5% ont été détruits parce que la protection des Émirats est la plus impressionnante pour une raison, c'est qu'aux Émirats, il y a un seul État qui est Sparte, un État militaire où ce sont des Abu Dhabiens qui sont dans les avions et pas des Baloutches ou des sous-traitants. C'est le seul État qui a une armée, qui s'est construit une armée et qui protège l'ensemble des Émirats. Ça tombe un peu plus à Dubaï parce que le niveau de protection n'est pas exactement le même. Et Qatar avait considéré qu'ils étaient des amis, qu'il allait donc rien leur arriver. Comme nos... Bahreïn, c'est un peu compliqué, mais Oman, il n'est rien tombé à Oman, mais le port d'Oman, je peux vous dire que ça a été la surprise du chef. Et donc, il y a aujourd'hui une situation qui est... Il reste des équipements iraniens parce qu'ils ont travaillé doublement, triplement, quadruplement pour refaire leur stock de missiles. Mais ils ont aussi travaillé sur le 4e site nucléaire, qui n'est pas Natanz, mais à côté de Natanz, dans ce qu'on appelle la montagne de la Forge, pour protéger, préserver et continuer à développer leurs 400 kilos d'uranium enrichi. Je rappelle toujours, pour que tout le monde comprenne, qu'un uranium enrichi entre 0 et 10%, c'est légitime. Au-delà de 10%, c'est pour faire une bombe. Il n'y a pas d'autre option, ça ne sert à rien d'autre. À 60%, l'objectif est la bombe. Et donc, le débat qui existait, très légitime, sur où sont les 400 kilos et faut s'en débarrasser, avec les Russes, avec qui on veut d'ailleurs, les Chinois, n'a pas abouti. Et c'est ça qui est le cœur du problème. C'est que les capacités de production de nouveaux équipements d'uranium, de nouvelles barres d'uranium étaient faibles. Les centrifugeuses ont été lourdement handicapées. Mais il reste un site qu'on n'a pas touché, qui n'a pas été touché, le plus difficile à toucher, ce qui explique l'arrivée à nouveau des B-2. Les B-2, par exemple, dont on se demandait à quoi ils avaient servi avant-hier, ils ont servi à détruire les Khorramshahr 4. Pour des raisons très étranges, le 7 février, les Iraniens ont présenté au monde la version améliorée de leur Khorramshahr 3. Je précise que c'est le Khorramshahr 3, c'est un missile balistique lourd. C'est le seul, les 9 qui ont réussi à transpercer le dôme de fer et tomber sur la base de F-35 israélienne et la centrale nucléaire de Dimona, dite usine textile, puisque les Israéliens n'ont jamais reconnu qu'ils avaient des bombes nucléaires, alors ils ont des têtes nucléaires. Et donc, ça a beaucoup perturbé les Israéliens. Ils ont demandé aux Américains de renvoyer les B-2 pour finir cette usine de construction et de stockage de Khorramshahr 4. Donc, peu à peu, les stocks diminuent. Mais ce qui pose problème, c'est la capacité pour les Iraniens à envoyer leurs Shahid, c'est-à-dire leurs drones, parce qu'eux, on n'en a pas vu beaucoup jusqu'à présent. Et deuxièmement, l'apparition subite d'un drone sous-marin iranien qui a coulé un bâtiment civil dans le Golfe. Et là, il y a un deuxième souci, à la fois pour l'armada américaine, les deux armadas, pour la circulation des bateaux, et même pour les bâtiments qui sont envoyés éventuellement pour évacuer nos ressortissants, parce qu'il y en a quand même plusieurs milliers qui demandent à partir, les nôtres plus les Européens, et qu'on n'a toujours pas réussi à rétablir un pont aérien.